bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Bon dimanche à tous et à chacun. Géopolitique, le Togo aux portes de l'Alliance des États du Sahel. Qu'en pensez-vous? Plus de 128 96 08 43 43 si vous nous suivez en direct ce midi ou sur satellite à travers le décodeur New World TV ou l'application que vous pouvez télécharger dans App Store ou Play Store ou alors sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Vous êtes les bienvenus. Contribuez à la richesse de cette émission. Écrivez-nous, je me ferai le plaisir de relayer ces contributions dans la seconde partie à partir de 13h12 UTC. Et c'est le moment aussi de protéger cette émission avec votre pouce. Commentez abondamment, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis partagez New World Forum, la voix de l'Afrique, qui adhère à l'Alliance des États du Sahel. Eh bien, retour au plateau avec nos consultants. Je commence avec vous, Alani Sossou. Mais, selon vous, pourquoi le Togo envisage-t-il d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel? Mais pourquoi? C'est une question qui est très dense. Pourquoi? Il n'y a que le ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur, M. Robert Dussé, seul qui peut nous dire, ou bien le gouvernement, ou bien le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, seul qui peut nous dire pourquoi ils envisagent de faire entrer le Togo dans l'AES. Nous ne pouvons que faire des analyses qui, ma foi, peuvent être subjectives, impartiales, ou bien qui peuvent rentrer dans le fond du sujet et dire effectivement pourquoi le Togo envisage de rentrer dans l'AES. Mais il faut voir d'abord, à mon avis, pourquoi l'AES a été créée. Parce que l'AES a été créée, c'était pour répondre à un impératif. Et cet impératif, c'était de pouvoir mutualiser les forces, c'était de pouvoir lutter ensemble contre le terrorisme, d'une part, et surtout contre les agitations de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui envisageait, au lendemain du coup d'État de juillet 2023 au Niger, de porter les stockades, de faire la guerre au Niger. Et c'est à travers cela que les autres États, notamment le Mali et le Burkina, ont été solidaires du Niger en disant que mais une fois que le Niger est attaqué, ce sont les deux autres États qui sont attaqués. Étant donné que, en amont, le Burkina et le Mali subissaient déjà la foudre de la CEDEAO, où ils avaient reçu des sanctions énormes, des sanctions économiques, des sanctions même sociales, où on leur interdisait par exemple de ne pas avoir de l'électricité qui a été coupée, notamment à certains pays, des médicaments qu'on ne peut plus envoyer dans certains pays. Donc c'est au regard de tous ces fondamentaux que ces États se sont dit qu'il faudra qu'ils soient solidaires pour être une force contre la CEDEAO. C'est par rapport à ça que l'Alliance des États du Sahel a été mise sur les fonds baptismaux. Est-ce que l'Alliance a été créée contre la CEDEAO, puisque dans le préambule, ils ont réaffirmé les idéaux de ces regroupements sous-régionaux? Mais évidemment que s'il n'y avait pas la menace de la CEDEAO de faire une guerre contre le Niger, peut-être que l'AES ne serait pas née. C'est une évidence aujourd'hui que c'est cette guerre-là, c'est cette menace où déjà la Côte d'Ivoire avait dit qu'il avait déjà ces militaires qui sont prêts à aller sur le front, que les rations alimentaires étaient déjà, sont déjà là. C'est à partir de ces menaces-là du Bénin à côté que les chefs d'État, les trois chefs d'État de l'AE se sont dit, mais non, d'accord, si on laisse le Niger entre les mains de la CEDEAO où on fait une guerre, est-ce que ça ne sera pas notre tour après? Donc je crois que c'est à partir même de cela que l'AES a été créée. Mais le préambule qui dit de mutualiser les forces, etc., ça ce n'est que pour édulcorer ce qui était derrière, c'est-à-dire la guerre que la CEDEAO voudrait mener au Niger. Ceci étant dit, l'adhésion du Togo
bien que le Togo ait joué un rôle majeur, ça j'oubliais de le préciser, que le Togo avait posé une sorte de veto à la CEDEAO pour ne pas adhérer à la guerre justement, et le chef d'État togolais, M. Faure Gnassingbé, avait été choisi même comme médiateur dans la crise entre le Niger, le Burkina et le Mali pour qu'on puisse trouver une solution dans l'espace communautaire. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là. Et déjà, dès le départ, on sentait que notre pays était beaucoup plus proche des idées avancées par l'AES que les autres pays de la CEDEAO. Et je crois que si ce rôle du Togo n'a pas été majeur, il n'y aura pas ce retournement de situation aujourd'hui où le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a chargé le nouveau président ghanéen John Mahama d'aller négocier pour que ces trois États-là reviennent dans la CEDEAO. Donc si le Togo n'avait pas joué ce rôle pilote, on n'aurait pas ce retournement de situation aujourd'hui. On a vu notamment aussi le cas du Bénin où le président Talon avait dit qu'il est vrai aujourd'hui qu'avec une rétrospective, que le Bénin aurait pu faire autrement, prendre des décisions autrement pour que ces États voisins ne soient pas victimes de certaines sanctions. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là et on sentait que le Togo était déjà proche de l'AES. L'autre chose aussi qui peut permettre au Togo plus rapidement, d'adhérer à l'AES, c'est par exemple que le Niger avait dit que ces importations transitent par le port de Lomé, notamment au détriment par exemple du Bénin. Donc, et une union économique et douanière a été signée entre les États de l'AES et le Togo. Donc tout ça là menait déjà le Togo vers une adhésion à l'AES. Mais maintenant, pour savoir le fondement même, pourquoi on doit y adhérer, il n'y a que le pouvoir public qui peut nous l'expliquer. Donc vous n'êtes pas surpris par cette démarche parce que, comme vous disiez, vous voyez venir le Togo, l'Alliance des États du Sahel. Bon, Excellence Sogoyou Kegewe, est-ce que pour vous, vous comprenez les raisons pour lesquelles le Togo veut adhérer, veut intégrer l'Alliance des États du Sahel? Oui, vous avez dit que le Togo est aux portes de l'AES. Être à la porte de quelqu'un, je ne sais pas à quelle distance, s'il a déjà commencé à frapper à la porte, s'il est en train d'arriver à la porte, est-ce qu'il est même déjà rentré dans la clôture de la maison avant d'arriver à la porte pour sonner, je ne sais pas. Mais il a posé une très bonne question. Comment et pourquoi l'AES est né? C'est les mêmes causes qui graduellement vont finir par produire les mêmes effets. Si nous ne faisons pas attention, en tant qu'Africains, on dirait que réfléchir est trop compliqué quoi. L'AES c'est quoi? C'est le terrorisme dans le Sahel. Et qui a amené le terrorisme dans le Sahel? C'est trois pays, l'Angleterre, la France et les États-Unis, qui ont massacré injustement, innocemment Kadhafi. Ils ont pris et l'argent de Kadhafi et les armes de Kadhafi pour donner à leurs mercenaires qu'on a baptisés terroristes pour dire allez nous tuer tous ces nègres parce que leur sous-sol est très riche et vous les tuez, nous on vient déplumer. C'est-à-dire que j'ai une poule le dimanche, je veux la manger, moi je tue la poule, Anani tu viens déplumer la poule, on la mange. Voilà comment les mercenaires des Occidentaux ont déferlé sur le Sahel et ont commencé à massacrer à tout va. Il faut préciser quand même qu'il y a des velléités terroristes dans le Sahel avant l'assassinat de Kadhafi, même si cet assassinat a amplifié le phénomène. Non, attends. S'il y a des velléités terroristes et Kadhafi était la seule digue qui les retenait, en le tuant, qu'est-ce qu'on veut? C'est parce qu'on veut amplifier ces velléités. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi on l'a tué. Donc, maintenant, les mercenaires de l'OTAN se sont déversés sur le Sahel. Ils attaquent des pays simultanément. On intensifie aujourd'hui là-bas, demain on lève la pression, on va plutôt intensifier de l'autre. Et la logique voulait que ces pays du Sahel, faisant partie d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, attendaient que cette CEDEAO se mobilise pour les aider, comme aujourd'hui plus de 40 pays européens occidentaux se sont mobilisés pour aider l'Ukraine. Au lieu de quoi? Non, la CEDEAO faisait partie des terroristes. C'est-à-dire que
Ah oui, oui. Ben, écoute, la CEDEAO, en soutenant les terroristes contre les États attaqués, faisait partie du problème terroriste. Parce que la CEDEAO n'a jamais dit un mot, on va aller combattre les terroristes. Mais ils ont dit, on va aller combattre le Niger. On va aller faire coup d'État au Burkina. On va aller renverser Assimi Goïta. On a envoyé même des mercenaires plein d'avions au Mali. Et grâce au Togo, ces mercenaires sont relâchés, ils sont aujourd'hui chez eux en train de vivre tranquillement. Donc c'est tout ça. Et les 3 pays de l'AES ont créé leur organisation, leur association, dans l'urgence, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, j'entends des gens de bonne foi qui disent « Ah, si le Togo veut aller dans l'AES, on va faire référendum. » D'accord. Si le Togo veut aller dans l'AES, on va s'assurer que, bon, il y ait un peu moins de cheveux blancs dans la tête du chef. Ok, d'accord, si c'est la condition. Mais dans le feu de l'action, les 3 pays qui forment l'AES aujourd'hui n'avaient pas le temps à ces amusements parce que c'était pour eux une question de vie ou de mort. Alors, c'est les terroristes, les mercenaires de l'OTAN, qui les ont fatigués avec le soutien tacite ou même explicite de la CEDEAO, qui a exaspéré les 3 pays. Ils se sont dit, comme nous sommes condamnés en même temps par les mêmes individus, mettons-nous ensemble, s'il faut mourir, mourons ensemble. Est-ce que les causes terroristes là, elles ont disparu? Depuis que les 3 se sont unis, dis-moi ce que la CEDEAO a fait pour alléger la pression terroriste. Non, on n'allège pas la pression terroriste. On veut aller justement attaquer ces pays qui se sont unis pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on me demande si le Togo va aller ou non dans l'AES. Mais la question, c'est pourquoi? Oui, mais est-ce que le Togo n'a pas les problèmes de terrorisme? Ce n'est pas le Togo seul qui devait aller dans l'AES. Le Nigeria est malmené. Le Bénin, il est malmené. Le Togo, malmené. Même le Ghana, malmené. Vous ne voyez pas où bien la CEDEAO s'organise pour les aider parce qu'eux, ils ne sont pas encore dans l'AES. Mais dites-moi concrètement ce que la CEDEAO fait pour les aider. Donc pour plus vous, de 38 soldats. l'AES est une alliance antiterroriste. Antiterroriste. Plus de 38 soldats massacrés au Bénin. La CEDEAO a fait quoi? Elle a ressuscité combien de ces soldats? Elle a pris quelle disposition? Rien. Donc, on ne peut pas. Et la CEDEAO, tout comme ces maîtres là-haut, ils ne changent pas. On leur dit, mettez un peu dans votre vin, soyez moins rigides, résolvez les problèmes plus par la diplomatie que par les menaces militaires, mais ça ne change pas. Et tu vois le spectacle pitoyable. La dernière fois, le nouveau président du Ghana, élu brillamment. Et des élections comme ça, il n'y en a pas dans un pays francophone. Parce que dès que tu as signé les accords coloniaux, tu ne peux pas organiser des élections limpides comme au Ghana. Ce n'est pas possible. Et je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent à critiquer les présidents alors qu'ils savent bien le piège dans lequel les présidents là sont assis. Donc, on élit brillamment un homme, en bon africain, il va rendre des visites de courtoisie à ses voisins en commençant, disons, par le plus sage, le plus âgé, le doyen. Et qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en simple coursier d'un petit blanc. Il faut aller dire aux gens là de revenir dans l'AES. Est-ce que Dramani était allé solliciter une mission de l'AES? C'est comme ça qu'ils avaient fait pour embrouiller le jeune Diomaye Faye, qui nous a tous énervés, mais après on a compris que Diomaye Faye, il a sauté dans le feu sans savoir que le feu était là-bas. Et il s'est ravisé. Donc on ne peut pas, dès qu'on est confronté au même problème, ne pas chercher les mêmes solutions. Maintenant, si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de soucis que de défendre l'intérêt de la France en Afrique? Pourquoi? Alors, c'est le ministre, comme vous l'avez dit, togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a fait l'annonce une nouvelle fois. Il a donné quelques raisons et une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale, ça c'est sûr, et offrir un accès à la mer aux pays membres
c'est-à-dire aux pays de l'AES. Ça veut dire que les intérêts sont surtout économiques. Hein. Oui, Ou économiques aussi. Oui, mais écoutez, ce que le ministre Robert Doucet dit, c'est pas nouveau. Parce que le Togo a toujours servi sur le plan économique, hein, sur le plan d'accès à la mer, comme il a dit sur l'application LinkedIn. Mais ce n'est pas nouveau que les États de l'Hinterland, notamment le Burkina, le Mali et le Niger, prennent attache avec le port de Lomé, le port autonome de Lomé, qui est le seul d'ailleurs en eau profonde de la sous-région, pour faire converger vers leur pays leurs importations. Je viens de le dire, ce n'est pas nouveau. Maintenant, si ils trouvent que la solution, c'est de ce côté-là, il aurait fallu peut-être négocier des accords, comme je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais signifié tout à l'heure. Il y avait déjà un accord douanier qui a été signé entre le Togo et les États de l'AES pour faciliter et favoriser le dédouanement et le transfert des marchandises du port de Lomé vers les pays de l'Hinterland. Donc, l'argumentaire, là, je n'arrive pas à cerner le fondement de cela, de ce que le professeur Robert Doucet a dit. Puisque ce n'est pas un truc nouveau où c'est aujourd'hui que le Togo va donner accès à sa mer, à ces pays-là. L'autre chose, il va falloir, avant l'adhésion, qui est des préalables, notamment favoriser au niveau des infrastructures, notamment il faut voir la route, la nationale 1, qui part de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. C'est une route impraticable. Maintenant, il dit... Non, route impraticable, c'est trop dit. Non, laisse-le parler. Oui, mais c'est une route, il faut voir l'état de la route. Le nombre d'accidents, la route est tellement exiguë et ce n'est pas nouveau. Gilles, je suis sûr et certain que toi-même tu empruntes cette route-là, c'est la nationale 1. Et depuis 2020 ou bien avant, il avait été dit que la nationale sera dédoublée. Et je crois que lors de sa déclaration de politique générale en octobre 2020, le Premier ministre, Madame Dogbe, avait dit qu'on ferait une autoroute de l'amitié ou bien autoroute du soleil. Je ne sais plus quel nom on a donné à ça. Mais depuis là, les travaux n'ont même pas encore commencé. Donc si on veut partir du plan économique, il faudra, en dehors du port sec qu'on a construit à Déticopé, il va falloir quand même favoriser l'écoulement des marchandises à travers des infrastructures. On nous a parlé même d'un chemin de fer qui devrait relier Lomé à Saint-Cassé. Donc, le professeur Doucet, je crois que son annonce sur le plan économique, je crois que ce n'est pas très très fin. C'est pas très très fin, étant donné que les conditions pour qu'il y ait des conditions maximales d'accès à notre mer ne sont pas encore réunies. Non, mais sur ce point-là, je ne vois pas, comment on va dire, je ne perçois pas clairement, parce qu'au sein de l'AES même, c'est en ce moment-là qu'ils sont en train de faire des projets pour faire des autoroutes, Ouagadougou, Bamako, Niamey. Ça veut dire que... C'est-à-dire que moi, je suis sidéré quand j'entends certaines choses. Si le ministre Doucet donne un caractère économique, c'est-à-dire qu'une raison économique. Pas seulement. Oui, parmi d'autres raisons, une raison économique. Mais tout ça, c'est dans le feu de l'action. Le ministre Doucet ne savait pas, il y a 2 ou 3 ans, que les pays côtiers de la CEDEAO vont se liguer un jour contre les pays du Sahel. Il ne savait pas. Nous sommes tous dans le feu de l'action. Oui, mais il a pris cette décision-là, il a dit ça seulement il y a à peine une semaine. Oui, donc ça veut dire que les pays, l'AES a été créé, maintenant ça fait des mois. Mais il devrait faire une analyse succincte de la situation avant de faire cette déclaration sur le plan économique. Maintenant, dénoncer la mauvaise qualité de la route Lomé-Dapan, en réalité, ce n'est pas une question de on est où on n'est pas dans l'AES qui va nous mener à dénoncer cette route, puisque nous la pratiquons nous-mêmes matin, midi, soir. Elle est mauvaise sur certaines portions qu'on est d'ailleurs en train de réhabiliter graduellement. Naturellement, moi j'aurais souhaité que du jour au lendemain, tout soit parfait de Aouda jusqu'à Dapan, parce que maintenant c'est à partir de Aouda que vous avez une route infernale. Donc, ils vont la réhabiliter. Je ne suis pas ici pour défendre le gouvernement. Je ne suis pas Premier ministre, je ne suis même pas député. Ce n'est pas ça mon problème. Mais je dis ceci. Aujourd'hui, nous sommes là, nous voyons, nous observons que tout ce qui se passe dans le monde a une motivation économique. Les gens nous font semblant qu'ils aident l'Ukraine, qu'ils aiment les Ukrainiens, qu'ils demandent d'ailleurs de tuer jusqu'au dernier. Mais on s'aperçoit que c'est à cause de leur richesse, à cause des terres rares.
la France est prête à aller enfoncer tous les Russes en Ukraine. Bon, on croyait que c'est par bravoure et par amour pour les Ukrainiens. On s'aperçoit aussi que c'est une question d'argent. Les gens ont cassé, dilapidé les richesses de leur pays en croyant que bon, on va vaincre la Russie en 2 jours, on va aller se partager la Russie et en supplément, on prend les richesses de l'Ukraine. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, tout pays normal doit poser des actions en pensant aux intérêts économiques. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, ça veut dire qu'il n'y a pas l'intérêt des populations. Les grands discours diplomatiques dans les couloirs feutrés, machin, les populations sont où? Donc, c'est l'intérêt économique. Je vous ai déjà dit ici la dernière fois, même si le Togo a été surpris, comme tout le monde d'ailleurs, que les ports soient fermés. D'ailleurs, tu sais que c'est du gangstérisme que de fermer des ports à des pays enclavés. C'est des lois internationales qui le disent, c'est pas moi. Hein. Donc c'est du gangstérisme. Mais étant donné que ceux qui ont fait sont de véritables larbins des puissances extérieures, qui sont prêts à tuer leurs frères africains pour faire plaisir à un blanc, on ne peut rien. Le Togo a eu le courage de dire « utilisez mon port ». Mais on l'a traité de traître. Et rien que ça. Pour avoir dit, bon, vous pouvez utiliser, on a dit que c'est un traître. Mais aujourd'hui, on envoie les gens à gauche, on envoie les gens à droite, on veut négocier ceci, on veut négocier cela. Au lieu d'avoir la sagesse de dire, ah, les premiers qui ont fait preuve de souplesse dans leurs analyses, nous devons en tenir compte. C'est aujourd'hui que des gens sortent comme des lapins d'un chapeau de magicien. Ah non, le Togo ne doit pas aller dans l'AES, bon, parce qu'il n'y a pas assez de démocratie. Ah, parce que, mais attends, c'est pourquoi j'ai dit, l'AES est née dans le feu de l'action. On n'est pas allé faire des sondages, des machins pour faire l'AES. Donc si aujourd'hui un pays sent des intérêts à aller dans l'AES, bon, maintenant, si ce n'est pas dans le feu de l'action, si on peut consulter leurs opinions, mais pourquoi pas? Si on peut consulter l'Assemblée nationale, mais pourquoi pas? Robert Doucet fait son travail de ministre des Affaires étrangères et il annonce, et il n'a pas annoncé en affirmatif, nous allons dans l'AES. Il a dit qu'il est possible qu'on y aille. Et quand on lui a demandé, il a dit non, la décision finale appartient au chef. Personne n'a jamais ouvert les oreilles pour savoir qu'est-ce que le chef dit, qu'est-ce que le chef pense. C'est lever de bouclier. Et ce qui est malheureux, vraiment malheureux, c'est la confusion, le mélange indigeste entre les rancœurs des politiques internes et cet enjeu international de très haut niveau de qui dépend l'avenir du Togo dans son ensemble. Quand on rentre dans l'AES, ce n'est pas pour le temps du régime qui est là, c'est pour toujours. Celui qui viendra après, normalement, si je suis aujourd'hui un opposant, moi, je vais œuvrer pour ça parce que je sais que demain, quand je viendrai au pouvoir, ça va me profiter. Maintenant, il faut tout détruire parce que celui qui est au pouvoir, nous ne l'aimons pas. Donc, pas de AES. Et le jour où il ne sera pas là et vous serez au pouvoir, on fait comment? Vous allez recommencer à zéro? Tous les pays travaillent dans la continuité. Ouais, j'aurais dû poser la question autrement. Oui. Je vous la retourne. Le Togo a-t-il intérêt à adhérer à l'AES? Nani Sossou, très brièvement, selon vous. Oui, pour l'adhésion à l'AES, il n'y a pas de souci, puisque le fondement... Non, pas de souci, mais est-ce que le Togo a intérêt à y aller? Sur le plan, par exemple, de la lutte contre le terrorisme, déjà que nous mutualisons nos forces au nord du Togo, entre le Burkina et le Togo, où je crois qu'il y avait un temps, des accords avaient été trouvés pour que les terroristes soient poursuivis au-delà de nos frontières, que nos forces armées puissent aller au Burkina pour poursuivre les terroristes. Et le retour d'ascenseur aussi, que les Burkinabés, les forces armées burkinabées puissent venir. Et deuxième chose, c'est le partage des renseignements entre le Togo et le Burkina avec qui on a une frontière commune. Donc, au regard de cet aspect purement de lutte contre le terrorisme, contre ces voyous dans le Sahel, le Togo a intérêt à aller dans l'AES pour sécuriser nos frontières, sécuriser nos populations. Sur ce plan, je suis d'accord. C'est sur le plan économique que le professeur Robert Dusseux dit. C'est ça qui me laisse un peu pantois. Oui, mais si le Togo a des intérêts économiques à entrer dans l'AES, pourquoi le Togo s'en priverait? Mais le Togo ne s'en priverait pas, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le Togo a commencé à avoir des intérêts économiques avec les pays de l'Interland. Ça, je l'ai déjà signifié. Ce n'est pas nouveau. On a déjà commercé avec les pays de l'Interland depuis le temps des Adéma, depuis qu'on a donné accès à notre port. Où vous savez qu'au niveau du port de Lomé, il y a une confédération même des chargeurs
du Burkina, du Mali, du Niger, qui sont là, Maintenant, qui je ont ne un sais pas siège ce qui à vous Lomé. gêne dans l'argumentation de Non, Robert ce qui me gêne profondément, c'est que donner cet argumentaire économique, ce n'est pas nouveau, puisque nous avons déjà des liens économiques, nous avons déjà des intérêts à travailler, à aller vers ces pays de l'Interland. Ce n'est pas nouveau. Ben, Donc, s'il le souligne, ça veut dire... sur un plan purement politique, si on me faits. parle, si me parle sur un plan sécuritaire et sur un plan politique, Le plan sécuritaire existe aussi, Oui, comme je vous serais- l'avez souligné. Oui, mais ça, c'est nouveau parce qu'on a eu affaire au terrorisme que ce plan sécuritaire est né. Mais le plan économique existait depuis les années 70. Donc pourquoi maintenant vouloir sortir ce plan économique comme argumentaire au lieu de trouver d'autres artifices pour justifier notre adhésion Oui, mais à est-ce qu'on ne l'AES? peut pas intensifier ces échanges économiques qui existent? C'est déjà fait, puisque je disais tout à l'heure aussi sur ce plateau que des accords douaniers. Est-ce qu'on ne peut ont pas été aller au-delà de ces accords qui existent déjà? Le Togo, les pays de l'Interland, les pays de l'AES ont déjà accès au port. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a signé des accords douaniers pour faciliter ces échanges-là. Donc, je ne trouve pas, sur le plan économique, je ne trouve Donc, pas, mais pour sur vous, un plan purement politique, Le oui. professeur Robert Dossé défonce une porte ouverte, selon vous? Mais oui, c'est sur le plan économique, hein, il faut faire la nuance sur le plan économique. Ouais, ok, ouais. Écoutez, moi, si j'étais Robert Doucet, l'argument économique à lui seul me suffirait à défendre le dossier de l'intégration du Togo dans l'AES. L'argument économique à lui seul. L'argument terroriste, on le connaît. Il a dit, le Togo et le Burkina, ils s'entendent déjà pour limiter les dégâts. Ce n'est pas le Togo et le Burkina seuls qui devaient s'entendre. Tous les autres qui sont malmenés par les terroristes devaient s'entendre. Mais comme les gens se disent que pour l'honneur de la France, on peut tuer leurs soldats gratuitement, bon, ils n'ont pas à s'entendre avec leurs voisins pour défendre leur population. Maintenant, ce que tu dis, le Togo est un pays côtier. Les pays de l'Interland prenaient leurs marchandises depuis le port de Lagos, Cotonou, Lomé, Tema, Abidjan, jusqu'à Conakry et Dakar. Ils ont toujours fait ça. Le problème se pose aujourd'hui, pourquoi? Parce que ces autres, ils leur ont fermé les portes. Et le Togo se retrouve être le seul à leur ouvrir les portes. Ça veut dire quoi? Le Togo, honnêtement, doit agrandir son port. Ce n'est pas seulement les routes. Le port doit être agrandi parce que ces pays-là, c'est de grands producteurs exportateurs et de grands importateurs. Donc aujourd'hui, l'argument économique est valable parce que si ces pays viennent et que le port engrange beaucoup d'entrées de devises, mais c'est justement avec ça qu'on va construire nos routes. C'est avec ça qu'on va construire le chemin de fer. C'est avec ça qu'on va améliorer l'ensemble des infrastructures nationales. Un pays doit savoir où il gagne l'argent. Quand Mahama est allé dans les pays du Sahel, on lui a dit, il va leur dire de revenir. Est-ce que tu as entendu un seul discours où il disait, bon, le chef m'a dit de vous dire, non. Mahama a parlé économie. Il dit, mais nous, on voulait faire un gazoduc jusqu'à Bolgatanga, au nord du Ghana, et que maintenant, on va même le prolonger jusqu'au Burkina. Moi, je suis très content. Je me dis qu'on peut faire un embranchement qui sort au nord du Togo, le gazoduc. Hein? Nous aussi, on aurait besoin du gaz. Maintenant, il va, et il dit, c'est-à-dire que le port, il ne donne que des facilités économiques à ces pays. Mais c'est normal, Mahama est venu trouver un pays économiquement en difficulté et il mettra tout en œuvre pour renflouer les caisses de l'État. C'est ce que nous devons faire nous tous. C'est un président intelligent, ce n'est pas un président mouton. Lui, c'est pas un herbivore. C'est un président omnivore, sinon carnivore. Il veut le bien des Ghanéens et voilà le point sur lequel on doit le soutenir. Mais l'autre question cruciale, est-ce que le Togo réunit les conditions pour adhérer à l'AES? C'était quoi les conditions? Quand moi j'entends les gens parler de ça, on dirait qu'ils ont la constitution de l'AES dans la main. C'était quoi les conditions? Je vous dis que les gens ont organisé quelque chose dans le feu de l'action pour se défendre. Et aujourd'hui, on veut me produire les conditions. C'est quoi les conditions? Moi, je dis ceci. Le Togo a toujours suivi une politique d'apaisement, de calme. Depuis le père de la nation, je parle du général, feu général Gnassingbé Yadema, il a dit, si la maison de ton voisin brûle, mais il faut aller l'aider, parce que sinon après le feu, il tombe sur ta case. Le Togo est dans cette logique depuis le début. Oui, mais une des conditions qui revient souvent, c'est la dénonciation des accords coloniaux. Tu ne trouves pas, moi, tu sais, moi je dis ceci, si je n'aime pas quelqu'un, je ne l'aime pas. Mais si celui que je n'aime pas fait quelque chose, un petit quelque chose, on ne dit pas tout, qui est bon, je dis, oh, chef, au moins ça là, c'était bon. Hein.
Si le Togo était soumis aux accords coloniaux, vraiment, comme les autres, tu crois qu'il aurait osé ouvrir son port à l'AES? Mais c'est déjà une dénonciation. Vous voulez quoi? Des discours enflammés? Mais il faut travailler, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Le Togo n'aurait jamais ouvert son port à ces pays s'il était le doigt sur la couture devant les accords coloniaux. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, si le président du Togo fait preuve de ce courage exceptionnel, il faut lui dire, bon chef, au moins ça c'est bon, les autres choses que tu fais, on n'est pas content. Mais ça là, nous sommes contents. Allez-y aujourd'hui au Niger, allez au Mali, allez au Burkina, voir comment la communauté togolaise est à l'aise. Est-ce que je mens? Ils sont respectés, ils sont admirés, ils sont aimés, ils sont choyés, les Togolais. Est-ce que ces gens-là, ils sont tous des Nyasingbe? Ou bien ils s'appellent Kegewe? Non. Donc c'est dans l'intérêt des Togolais, des côtiers togolais, le président, un chef d'État doit poser des actions qui soient dans l'intérêt de tous ses concitoyens, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. On mène une politique de petits pas. On n'a pas besoin de défoncer les portes ouvertes. Oui. Robert Doucet utilise l'argument économique. Aujourd'hui, sur toute la planète, les Russes, les Américains, d'abord, l'Américain, lui, est littéralement en train de mettre toute l'Ukraine dans la poche, Groenland dans la poche, Canada dans la poche, Panama dans la poche. Argument, économie. Mais nous, on n'est pas une puissance pour aller prendre notre pays et mettre dans la poche. Mais si on a au moins l'intelligence de faire commerce avec d'autres pays pour nous enrichir, faisons-le sans retenue parce que le commerce est toujours honnête. Oui, oui, mais disons que pour l'instant, l'AES est dans un état embryonnaire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore dit que si un État demain souhaite adhérer à notre confédération, qu'il faut ceci ou qu'il faut cela. Ou bien qu'il faut que, par exemple, son taux d'endettement par rapport au PIB soit à tel pourcentage ou à tel pourcentage. Ou s'il faut faire ceci, dénoncer les accords coloniaux ou pas. Mais ce qui est un point commun à tous ces trois États qui sont membres aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel, c'est que tous ces trois États ont posé deux actes qui sont très forts. Un, ils ont dénoncé les accords coloniaux et ils ont envoyé des lettres à la métropole pour dire qu'ils ne sont plus tenus de respecter ces accords coloniaux. Ça, c'est un point commun pour ces trois États. Deuxième point commun, ils ont renvoyé de leur territoire toutes les forces impérialistes qui y séjournaient et par qui peut-être on nourrissait les mercenaires terroristes. Donc ça, ce sont deux points fondamentaux sur lesquels ces trois États étaient d'accord. Maintenant, comme je disais au départ, l'AES c'est encore dans un état embryonnaire. La CEDEAO même était née en 1975 dans un état embryonnaire. C'est après qu'on a essayé d'avoir une charte pour vous dire voici les conditions d'adhésion, voici les conditions de sortie, voici ce qu'il faut faire pour respecter les normes démocratiques, voici ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas un endettement, etc. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Togo doit remplir telles conditions avant d'y entrer, puisque ces trois États, le seul dénominateur commun qu'ils avaient, c'était de lutter contre la CEDEAO et le terrorisme. Voilà. C'était cela. L'autre chose. Lutter contre la CEDEAO ne fait pas partie de ça, je l'avais expliqué à l'entame de cette émission, je l'avais expliqué que s'il n'y avait pas la guerre contre le Niger, où les avions étaient déjà au Nigeria, où la Côte d'Ivoire avait déjà ses troupes qui allaient déjà partir sur le front, peut-être l'AES ne serait pas née. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une guerre contre la CEDEAO, mais c'était pour lutter contre des sanctions. Oui. Ouais. Contre les sanctions de la CEDEAO, d'une part. Et non contre la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO, d'une part. Et deuxième part, contre le fait qu'on voulait faire la guerre au Niger. Donc aujourd'hui, si le Togo veut adhérer, je ne crois pas que les États de la CEDEAO vont lui imposer un cahier de charges. Je ne pense pas du tout, à mon avis, puisque eux-mêmes n'en ont pas encore. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a des préalables, comme la dénonciation des accords coloniaux, le fait qu'il n'y ait plus de troupes
des troupes étrangères sur le territoire. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de base militaire française au Togo, ni américaine d'ailleurs. Mais nous savons que nous avons toujours des coopérations avec l'armée en matière de formation, en matière de fourniture d'équipements. Nous avons toujours ces accords de coopération avec la France. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Puisqu'on avait toujours des, comment on les appelait à l'époque, des instructeurs. De mais aujourd'hui, on a toujours des instructeurs français qui étaient toujours avec nous. Hein. Il n'y a pas longtemps, on a vu... Bon, avant cette émission, j'ai posé la question à gauche, à droite. Je n'ai pas eu de confirmation de cette présence de formateurs. Ouais, mais il y en avait, puisque vous vous rappelez... Il y en avait, ça c'est... pas longtemps, mais pas seulement sous le feu général Eyadema, mais sous la présidence de M. Faure, on a vu quand même qu'il y a des instructeurs français de l'armée française. Et notamment, je parle de ces dernières années, donc... Oui, mais je parle aussi de ces dernières années. Je donne un exemple très précis. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les journalistes lorsqu'un militaire français avait menacé Didier Ledoux à l'époque pour retirer même sa caméra. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce sont il était en tenue militaire. Il y a 15 ans, donc... ce sont ces dernières années aussi. Écoutez, vous n'allez pas vous chamailler pour ça, parce que vous n'êtes pas des militaires, ce n'est pas vous qui dirigez le ministère de la Défense. Donc, vous, personne de vous deux n'aura la bonne information, sauf à l'avoir de la part de ceux qui gèrent le dossier de l'aide, de la coopération ou non avec l'armée française. Bon, ça, moi, je n'aimerais pas que nous, ici, qu'on se chamaille sur ce sujet-là. Quand les bases militaires étaient dans les pays du Sahel, le Togo n'avait pas de base militaire, mais le Togo ne se faisait pas le donneur de leçons à ces pays, parce que le Togo est assez intelligent pour savoir que s'ils ont ces bases, c'est qu'ils ont un motif. Moi, si je n'ai pas ce motif, je n'ai pas les bases. Donc voilà une attitude responsable et respectueuse envers les autres. Si aujourd'hui, eux, ils ont pu mettre dehors tous ces emmerdeurs, soutien premier du terrorisme. Mais le Togo n'a jamais eu de base. C'est clair. Quoi qu'en disent les gens, parce qu'il y avait un autre crétin qui voyait chaque matin des vagues de militaires français sur les... Non, il n'y a jamais eu de base militaire française, ni étrangère d'ailleurs sur notre territoire. Un crétin qui voyait toujours des militaires français dans des bus pour aller déstabiliser le Burkina. Mais quand les gens parlent, tu te dis, mais on ne sait pas, est-ce qu'il faut les ramener au CP1 ou il faut plutôt les envoyer dans un asile de fous? Et regarde la fable selon laquelle l'homme d'affaires Bonkongu est en train d'acheter une villa à Lomé juste pour que nous organise la déstabilisation du Burkina. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une villa spécialement dans laquelle on va ficeler une déstabilisation d'un pays frère et ami? Non. Je crois que ceux qui parlent, heureusement que dans le Sahel est tenu de main ferme par des dirigeants qui réfléchissent et qui ne suivent pas tous ces déblateurs en désordre. Le Togo est un pays responsable, un pays qui respecte les autres pays. Il n'a pas à se mêler de ceci ou de cela. Et si les gens ont, à un moment donné, leurs poches sont sèches, mais ils auraient la politesse de demander gentiment, au lieu de chercher à créer des frictions pour qu'on l'appelle ici, on lui donne, on l'appelle là-bas, on lui donne. Maintenant, c'est dépassé, on ne fait plus ça. Hein. Bonkongu ne va plus donner l'argent à des menteurs. Alors, une question que beaucoup se posent avant qu'on parte pour la pause. Est-ce qu'on peut appartenir à la fois à la CEDEAO et à l'AES? Mais bien sûr. Ouais, on avait déjà débattu ce sujet sur ce plateau. Le fait d'appartenir à l'AES n'empêche pas d'avoir une coopération accrue avec les États de la CEDEAO. Non, on ne parle pas de coopération, mais est-ce qu'on peut être membre des deux entités à la fois? Mais on est membre du Conseil de l'Entente et en même temps membre de la CEDEAO. Oui. On avait déjà débattu de ce sujet-là. Le Togo était membre du Conseil de l'Entente. Et les 5 pays qui composent d'ailleurs le Conseil de l'Entente sont des pays qui sont membres de la CEDEAO. Moi, je ne vois pas d'antinomie. On n'est pas dans la même configuration. Hein. Tu veux l'envoyer balader. Parce que non, je ne la vois pas balader du tout. Pas du tout. Oui, écoutez, être membre de la CEDEAO, pour un pays comme le Togo, c'est normal. Le Togo est un pays fondateur. Combien de fois on va répéter ça aux gens? Même le Mali est un pays fondateur. Voilà, c'est des pays fondateurs. La CEDEAO, entre-temps, a été braquée par des aventuriers démocratiquement élus par l'Élysée. Et c'est ça qui nous amène les problèmes.
Sinon, quand la CEDEAO était créée, elle était créée par des chefs d'État. Aujourd'hui, on dit putschistes, ils étaient putschistes, mais ils ont créé une CEDEAO qui marche. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, les chefs d'État démocratiquement élus créent leur CEDEAO pour nous laisser la CEDEAO des pères fondateurs qui avaient une très haute idée de la nécessité de faire vivre nos pays et nos populations ensemble. Ils n'ont qu'à créer leur CEDEAO. La question, en attendant, ben, on est dans la CEDEAO, mais ça ne nous empêche pas. Attends, ça ne nous empêche pas de travailler avec l'AES. Non, il n'est pas question de travailler avec l'AES, d'intégrer l'AES. Non, là, je crois qu'il faut poser la question à des juristes. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît bien les statuts de la CEDEAO, l'autre qui connaît bien les statuts de l'AES, de la charte du Liptako. De la charte du Liptako, c'est lui, juridiquement, qui peut te dire si c'est compatible ou incompatible. Mais dans la vie de tous les jours, membre de la CEDEAO, oui, mais travaillant la main dans la main avec l'AES, c'est oui, et c'est nécessaire, et c'est incontournable. La CEDEAO ne nous fout rien de bon. Oui, mais ce que moi je voulais peut-être avancer, pour ouvrir peut-être le débat aussi, c'est est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui, comme le dit John Mahama Dramani, comme l'a dit Diomaye Faye du Sénégal, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui qu'on s'asseye pour qu'on retourne aux fondamentaux qui ont poussé les pères fondateurs à créer la CEDEAO? Parce que la CEDEAO, c'était la CEDEAO des peuples, à défendre les intérêts des peuples, à permettre la libre circulation des personnes et des biens. La CEDEAO n'a jamais demandé de prendre des sanctions contre des États membres. Non. Mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui qu'on retourne à ces fondamentaux pour réformer la CEDEAO? Parce qu'il y a des images qui circulent lors des sommets de la CEDEAO. Quand on voit ces images-là, on comprend aisément que la CEDEAO est sous le joug des puissances étrangères. Puisqu'on voit à l'intérieur des Européens, hein, des Blancs, qui sont assis dans la même salle que les chefs d'État qui discutent. Donc, il faut qu'on nous retire ces images-là de la tête. Il faut réformer la CEDEAO. Il faut réformer de fond en comble. On va revenir sur le sujet. Cette CEDEAO. Oui, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Des nations. Oui, c'est compris. Je vous redonnerai la parole. En même temps, les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent de la situation. Plusieurs questions sont laissées en suspens. Mais envoyez-nous vos contributions dans la seconde partie. Mais là, nous marquons une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite.